Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être présent ce matin. Donc, c'est dans le cadre du projet l'ABCDR d'un cerveau en santé. Et pour nous, votre présence nous démontre vraiment qu'il peut y avoir un intérêt ou des besoins par rapport à ce sujet-là. Et vous savez qu'on est toujours à votre écoute pour savoir quel autre type de webinaire sur quel sujet en lien avec les troubles neurodégénératifs vous aimeriez voir abordés pendant les webinaires. Et on est vraiment privilégié de travailler avec la FRACB qui nous donne accès à leur plateforme qui nous permet en fait de rejoindre des gens de plusieurs provinces. Alors, je vais laisser ce matin, nous avons quelqu'un qui nous fait une présentation via de Montréal et je vais laisser Michel se présenter et présenter sa spécialité. Merci. D'abord, je voudrais remercier Mme Tremblay pour l'invitation. C'est vraiment un énorme plaisir pour moi toujours de partager l'état des connaissances sur différents sujets comme ça et aussi, en toute honnêteté, une de mes parties préférées de mon travail comme chercheur. Donc, je voudrais dire merci. Je vais commencer par me présenter pour vous donner une petite idée de qui je suis. Je m'appelle Michel Masson-Trottier, comme il a été dit. Je suis orthophoniste de formation et j'ai une pratique qui est vraiment orientée avec les personnes qui ont un trouble acquis. Donc, ce que ça veut dire, ça, un trouble acquis, c'est que la personne a eu un développement normal, une vie normale, et il est arrivé quelque chose à son cerveau qui fait en sorte qu'elle a des troubles de la communication. Donc, vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui peut arriver. Là, il peut y avoir un AVC, donc un stroke. Il peut aussi y avoir des traumatismes crâniens, soit lors d'une chute, un accident d'auto, ce genre de choses-là. Et je travaille aussi avec les personnes qui ont des troubles neurodégénératifs, donc ce qu'on peut parfois appeler une démence. Donc, moi, j'étudie dans le cadre de mon doctorat l'efficacité des interventions auprès de cette population-là. Et j'ai aussi un intérêt très, très marqué pour tout ce qui est la communication centrée sur la personne. Donc, un type de communication qui est vraiment plus adapté quand il y a des troubles neurocognitifs qui sont installés. Donc, ça, c'est un peu le portrait de ma recherche. Et aujourd'hui, quand Réseau Santé m'ont interpellée pour faire cette présentation-là, ça m'a vraiment, vraiment parlé parce qu'en fait, je suis franco-canadienne, je suis née en Ontario, j'ai grandi au Manitoba, donc je comprends vraiment l'importance et les défis de grandir comme francophone hors Québec. Maintenant, je suis de retour au Québec, mais ça fait quand même partie de moi. Là. Donc, je suis fièrement allée à l'école communautaire Réal Bérard à Saint-Pierre-Joli au Manitoba, donc c'est vraiment, je comprends cette réalité-là. Je veux aussi indiquer que je n'ai pas de conflit d'intérêt pour faire cette présentation-là et je voudrais souligner le soutien de ma directrice de recherche, Anna-Inès Anzaldo, qui est professeure à l'Université de Montréal pour monter ce projet-là et cette présentation-ci, mais surtout m'encadrer dans les travaux de recherche que je fais qui me permettent de développer ces connaissances. Donc, la présentation d'aujourd'hui porte sur le vieillissement et le bilinguisme. La présentation va être séparée un peu en deux parties. Dans la première partie, on va parler du vieillissement sain et du bilinguisme. Donc, je vais faire un petit retour sur ce qui a été présenté par Dr Moussard la dernière fois et ça va nous amener tranquillement vers le vieillissement atypique parce que, comme Dr Moussard vous l'a dit la dernière fois, c'est pas... de développer un trouble neurocognitif ne fait pas partie du vieillissement typique. Ce n'est pas tout le monde à qui ça va arriver, puis ça, c'est important de le garder en tête. On va parler du vieillissement sain, ce qui arrive dans le cerveau, l'impact du bilinguisme, et ensuite, on va s'en aller vers les troubles neurocognitifs. Donc, sans plus attendre, un petit rappel sur ce que vous avez vu avec Dr Moussard. Dr Moussard vous a parlé des changements qu'on retrouve dans le vieillissement sain. Donc, quand on compare des jeunes adultes à des adultes plus âgés, on constate que ceux et celles qui sont plus âgés ont une meilleure mémoire qu'on va appeler sémantique. Donc, les mémoires sémantiques, c'est quand on parle de connaissances en termes d'information et aussi en termes de taille de vocabulaire. Donc, ça, plus on est âgé, plus on a une meilleure mémoire sémantique. On a aussi une meilleure mémoire procédurale. Donc, la mémoire procédurale, ce que c'est d'être capable de faire des choses. Ce qui est super intéressant avec la mémoire procédurale, c'est qu'elle est inconsciente. Donc, même quand on a un trouble neurocognitif, on peut continuer à faire des apprentissages procéduraux.
Donc, excusez, on peut continuer à faire des apprentissages de nouvelles activités physiques, même si on ne se rappelle pas d'avoir fait cet apprentissage-là, on va quand même devenir meilleur à faire des choses. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Plus on est âgé, on devient aussi meilleur avec tout ce qui est attention soutenue. Donc, on est capable de faire une tâche plus longtemps sans laisser notre attention aller ailleurs. Et on a aussi des meilleures stratégies pour tout ce qui est résolution de problèmes, prise de décision. Notre cerveau est meilleur à le faire parce qu'on va se le dire, on l'a fait pendant très longtemps. Donc, il s'est développé des automatismes dans le cerveau. Quand ça, c'est tout. Donc, on voit qu'il n'y a pas que des désavantages à vieillir, mais néanmoins, il faut quand même souligner le fait que quand on est plus âgé, ça peut être plus difficile de former des nouveaux souvenirs épisodiques. Donc, de se rappeler des petites choses qui se passent dans la vie de tous les jours. Avoir une attention divisée est aussi plus difficile quand on est plus âgé. Donc, d'être capable de faire 2, 3, 4 choses en même temps, notre cerveau est moins habile à le faire. Puis des fois, ça va se refléter, par exemple, quand on conduit ou de vouloir faire le repas et écouter une émission de télé en même temps. Des fois, on se rend compte que c'est moins facile que quand on était plus jeune. Quand on est plus âgé, la résistance à la distraction est aussi plus difficile. Donc, si on fait quelque chose puis qu'il y a quelqu'un qui nous parle, on va moins être capable, comme on disait ici, de séparer notre attention. Donc, on a moins tendance à résister à ces distractions-là. Et tout ce qui est planification plus complexe devient un petit peu plus difficile. Mais aussi, quand on parle de ces difficultés-là, on reste dans le vieillissement sain. Donc, ça ne nous empêche pas de faire notre vie de tous les jours. Ces connaissances-là, on les a quand on fait des tests bien, bien spécifiques en recherche. Mais ça ne nous empêche pas d'être autonome, de faire les activités qu'on a besoin de faire. Des fois, il faut juste utiliser des stratégies pour compenser. Donc, si on le sait que notre attention divisée est plus fragile, on veut peut-être éviter de faire un risotto en même temps que d'être en train d'écouter une conférence et d'essayer de compter les éléments qui passent autour de nous. Donc, on veut peut-être mieux organiser nos journées comme ça. Ce qui ressort aussi beaucoup dans la recherche, c'est qu'il y a une énorme variabilité entre les individus. Donc, juste pour vous expliquer un peu d'où vient cette variabilité-là, 2 personnes qui naissent sont déjà différents. Puis on le sait que nos cerveaux sont façonnés en fonction de tout ce qu'on vit. Donc, 2 personnes qui sont à la base différentes vont avoir leurs expériences de vie qui sont différentes. Et donc, plus on est âgé, plus la variabilité puis les expériences qu'on a vécues sont différentes. Donc, quand on arrive en recherche pour essayer de comprendre le vieillissement, ça devient encore plus complexe parce que toutes les personnes qu'on voit sont tellement différentes de par leurs histoires de vie, leurs expériences, leurs apprentissages. Puis même quand on veut étudier, par exemple, je dis ça comme ça, le bilinguisme, les expériences en termes de communication avec toutes les langues varient tellement d'une personne à l'autre. Donc, ça devient vraiment plus complexe d'avoir un big picture quand on étudie ce genre de concept-là. On a aussi beaucoup de variabilité en termes de lésions qu'on va observer dans le cerveau. Quand on parle de lésions, des fois, c'est des petits bobos. Des fois, un peu comme notre peau, hein, on fait des petites cicatrices parce qu'il est arrivé des choses dans notre quotidien. Bien, notre cerveau aussi va refléter ça. Juste pour vous donner une idée, dans mon cerveau à moi, je sais déjà qu'il y a plusieurs lésions parce que j'ai fait plusieurs commotions cérébrales. Donc ça, quand je vais devenir plus âgée, ça va laisser des traces. Donc, toutes les expériences de vie qu'on a vont laisser des traces dans notre cerveau. Puis, il y a aussi de l'accumulation on peut les comparer à des rides, mais sur notre cerveau. Puis, il y a, comme je parlais tantôt, l'impact fonctionnel dans le quotidien qui va être extrêmement différent. Quand vous avez probablement déjà entendu parler ou on vous parle parfois de réserve cognitive, le mot réserve cognitive, c'est le concept qui nous permet de décrire le facteur qui est modifiable et protecteur dans le vieillissement. Donc, quand on parle, Dr Moussard vous en a parlé à la rencontre du 27 janvier, mais quand on parle de réserve cognitive, on parle entre autres de résistance qui ça va retarder l'apparition ou l'accumulation de lésions dans le cerveau. On parle aussi de résilience. Donc, ces lésions-là,
on peut les observer, mais on ne comprend pas encore comment les arrêter ou les empêcher. Donc, quand on les observe, la résilience, c'est des fois on observe une quantité X de lésions dans le cerveau, mais on ne voit pas les symptômes qui correspondent à cette quantité-là. Donc, le cerveau est capable de compenser, c'est sa résilience au cerveau. Maintenant, plus spécifiquement, quand on pense aux troubles neurocognitifs, il peut y avoir des facteurs de risque et des facteurs de protection. Donc, ici, on voit parmi les facteurs de risque, avoir une mauvaise santé cardiovasculaire est un facteur de risque à développer un trouble neurocognitif. Malheureusement, il y a un autre facteur, je n'ai pas écrit ici, mais d'être une femme, on a plus de chances aussi de développer un trouble neurocognitif, mais ça, je vous annonce qu'on ne peut rien y faire. Donc, ça, ce n'est pas un facteur modifiable. Dans les facteurs de protection, ceux-ci sont modifiables. On peut, plus on utilise des stratégies cognitives, plus on va se protéger contre l'apparition de troubles neurocognitifs. Quand on parle de stratégies cognitives, c'est toutes les façons implicites ou explicites qu'on peut aider notre cerveau à former des nouveaux souvenirs ou encore à apprendre des nouvelles choses. Et c'est aussi une façon de le garder en forme. Donc, on peut, pour essayer d'apprendre quelque chose, avoir comme stratégie de la répéter. Hein, si on répète une information, elle va avoir plus de chances de se transférer à notre mémoire à long terme. On va aussi, comme stratégie cognitive, on peut organiser une nouvelle langue ou des nouveaux mots dans notre cerveau. Donc, si on réussit à placer ces informations-là, c'est une façon d'utiliser des stratégies cognitives. On peut essayer de se résumer des définitions ou des concepts pour mieux les apprendre. Et ça, quand on a ces habitudes-là dans notre quotidien, ce sont des facteurs de protection. Donc, en recherche, ce qu'on trouve, c'est que les personnes qui sont habiles avec ces stratégies-là développent les symptômes de la maladie plus tardivement. Quand on fait face à des nouvelles choses, on peut essayer de deviner ce que c'est à partir du contexte. Donc, faire le travail d'essayer de bien le comprendre, c'est aussi une stratégie cognitive. Et utiliser l'imagerie mentale pour la mémorisation. Donc, par exemple, si vous avez une épicerie à faire et vous regardez votre frigo, vous regardez où vous êtes rendu à l'épicerie et là, vous dites « Ah, j'ai oublié ma liste ». De fermer les yeux puis de vous dire « OK, je vais essayer de revoir mon frigo dans ma tête pour voir qu'est-ce qu'il fallait que j'achète. » Cette imagerie mentale-là est une bonne stratégie et quand on l'utilise souvent, c'est un facteur de protection. Dans les facteurs de protection, on a aussi la stimulation intellectuelle. Ça, généralement, on va la mesurer par est-ce qu'on est allé à l'école longtemps? Est-ce qu'on a eu un emploi qui était stimulant cognitivement? Est-ce qu'on a un réseau social qui est actif? Est-ce qu'on participe souvent à des activités culturelles? Ça, ce sont de la stimulation intellectuelle et vous me voyez venir, un des facteurs de protection aussi pour les troubles neurocognitifs, c'est le bilinguisme. Donc, ces facteurs de protection-là et ces facteurs de risque sont modifiables tout au long de notre vie. Il n'est jamais trop tard pour travailler sur notre réserve cognitive et nos facteurs de protection. Et j'en vois qui prennent des photos, là, les diapositives vont être disponibles après la présentation, il n'y a pas de problème. Donc, les facteurs de protection sont modifiables toute notre vie et ce que ça va faire, c'est que ça va retarder et diminuer les symptômes de la démence. Dans les habitudes de vie aussi qu'on peut avoir pour retarder l'apparition, c'est ceux qu'on connaît, là. Donc être physiquement actif, avoir une saine alimentation, être socialement actif, avoir une bonne hygiène de sommeil, c'est très important. Je sais que c'est difficile parfois, dans le vieillissement, ça devient plus difficile de gérer son sommeil, mais c'est vraiment un facteur qui va nous aider à, un, consolider nos mémoires et deux, retarder l'apparition de lésions aussi. Quand je parle de retarder l'apparition des symptômes, je pense que ça peut être un peu flou, donc je vais essayer de vous l'illustrer de façon simple. Allons-y. Ici, on aurait l'évolution des lésions qu'on voit dans le temps. Donc, avec le temps, on accumule de plus en plus de lésions. Ici, sur l'axe des Y, on a ce qu'on voit comme symptômes de troubles neurocognitifs. Si on avait une personne bilingue, ici, la ligne correspond au moment où on commence à voir les symptômes dans le quotidien. Donc, pour une personne bilingue, c'est à ce point ici. Tout ça ici,
c'est des troubles neurocognitifs qu'on va dire silencieux. Ils se développent dans la tête, mais la personne compense très bien. Si on regarde maintenant une personne bilingue, bien, on parlait que ça va retarder l'apparition des lésions par le phénomène de résistance. Donc, on voit qu'il y a moins de lésions chez la personne bilingue que chez la personne unilingue. Et en plus, avec sa réserve cognitive, avec sa résilience, la ligne qui lui permet d'accumuler des lésions silencieuses est plus haute. Donc, on voit que les symptômes vont apparaître plus tard dans la maladie en termes de temps et en termes d'accumulation de lésions. Est-ce que ça fait du sens pour tout le monde, ça? Est-ce que ça... Je ne vois pas tout le monde, mais je pense que c'était assez compris. Oui, oui, oui. Avant de poursuivre avec le bilinguisme, je suis obligée, premièrement en tant qu'orthophoniste, mais aussi pour bien comprendre, parler de la communication. Parce que savoir parler plusieurs langues, ça se détache difficilement de communiquer. Donc, qu'est-ce que c'est la communication? Bien, on connaît d'emblée le langage oral, le langage écrit. Ça, on y pense. Quand on parle de langue, tout le monde va penser « Ah, cette langue-là, je sais la lire, mais je ne sais pas la parler, etc. » Mais ces deux éléments-là s'inscrivent dans un gros parapluie qui est vraiment plus large de la communication. Dans la communication, on a aussi le regard, la posture, les gestes, les indices paraverbaux qu'on va utiliser comme le ton de la voix, comme les intonations. Ça va vraiment nous aider à comprendre et aussi les expressions faciales. Puis tous ces éléments-là sont vraiment fortement influencés par les langues qu'on parle et notre base culturelle. Donc ça, c'est vraiment important à les garder en tête. Et aussi, on va revenir tantôt quand on va parler du vieillissement atypique, plus on a un trouble neurocognitif qui va être avancé, le langage oral et le langage écrit deviennent plus difficiles. Donc, on va vraiment plus appuyer notre communication sur les autres facteurs de langage. Donc ça, on le met de côté. Quand on parle de communication, on a aussi 4 volets qu'on le distingue. Donc, on a déjà parlé du langage oral et du langage écrit, mais on a aussi le langage réceptif, donc ce qui vient vers nous, et notre langage expressif, donc ce qui sort de nous. Puis, règle générale, quand on a des troubles de la communication, notre langage réceptif est un petit peu meilleur que notre langage expressif, ce qui est parfois difficile à comprendre parce que quand quelqu'un s'exprime, on va voir des difficultés qui sont assez grandes, donc on va avoir tendance à moins leur communiquer des informations, alors que le langage réceptif souvent est un petit peu meilleur. Des fois, on va aussi combiner le langage oral avec le langage écrit et des gestes, et ça va permettre à la personne de bien recevoir le message. Donc, des fois, on va parler de communication qui va être multimodale pour permettre la réception du message. Mais ça, c'est une autre thématique. Il fallait juste que je parle quand même de communication avant de parler de bilinguisme, donc de communiquer en plusieurs langues. Donc, cela m'amène à la vraie question aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est le bilinguisme? Hein? Est-ce que tous les bilinguismes sont pareils? C'est quoi les facteurs qui vont influencer notre bilinguisme? Puis, est-ce que c'est la même chose si les deux langues sont très, très similaires ou sont très, très différentes? Donc, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Bien, si on vous parle autant du bilinguisme, puis qu'il devient un facteur de protection dans le trouble neurocognitif, c'est qu'il va avoir un effet sur le cerveau. Hein? De parler plusieurs langues, notre cerveau est différent. Puis, on devine aussi que, comme je vous l'ai dit, notre cerveau est façonné en fonction de nos expériences. Donc, il n'y a personne qui a les mêmes expériences de bilinguisme. Donc, on va aussi avoir une grosse hétérogénéité, tant dans le bilinguisme du vieillissement sain que dans le bilinguisme dans le vieillissement atypique. Donc, ici, on a une personne qui peut parler anglais et français. Le bilinguisme, la trace qui va être laissée dans le cerveau, va varier selon l'âge d'acquisition. Donc, on le devine, plus on a appris la deuxième langue tôt, ou la troisième langue, ou la quatrième, ça va laisser une trace on peut parler de plus profonde dans le cerveau. On va aussi voir une différence selon le type d'acquisition. Quand on parle d'acquisition formelle, c'est à l'école, par exemple, ou dans des cours. Quand on parle d'une acquisition naturelle, c'est quand on l'a appris dans la vie de tous les jours. Oh, excusez, je pense qu'il y a un micro d'ouvert. Excuse, j'entends de la musique dans mes oreilles. Donc, l'acquisition naturelle, par exemple, de mon côté, j'ai appris l'anglais
chez la gardienne et j'ai appris le français. Mes parents, ils voulaient que je parle français, donc ils me parlaient français à la maison. Donc, j'ai eu 2 types d'acquisition qui étaient naturels. OK. On va aussi voir une différence en termes de traces qu'il va laisser selon l'utilisation de la langue. Donc, si il y a une langue qu'on utilise seulement pour faire les courses, puis l'autre langue, on l'utilise plus souvent, donc en termes de pourcentage, qu'on pourrait dire, bien, la trace va être différente. Le rapport social avec la langue. Donc, est-ce qu'il y en a une qui, là, ce n'est pas le cas ici, mais je pense à un ami qui habite au Moyen-Orient, que quand il parle anglais, c'est pour parler au travail, et quand il parle en arabe, c'est pour parler aux aides de la maison, donc aux gens qui font le ménage, etc. Donc, le rapport social avec la langue est moins fort, par exemple. Le rapport émotionnel aussi, j'ai déjà des personnes qui m'ont dit « Ah, quand je parle en anglais, je suis fâchée, je me sens comme quand j'étais au travail, puis j'ai des émotions négatives quand je veux parler en anglais, puis au contraire, parler en français, ça me rappelle mes relations avec ma famille, avec mes amis, donc je me sens plus détendue de parler en français. » Donc, ce rapport-là va avoir un impact. La valorisation sociale, il y a des endroits où c'est mal vu de parler une certaine langue versus une autre. Tout ça, c'est dans un contexte de bilinguisme et de mondialisation. Donc, on a vraiment beaucoup, le bilinguisme est moins atypique maintenant, mais des fois, par exemple, la situation au Canada, c'est différent versus un bilinguisme qui provient seulement que de l'immigration. Ici, c'est un peu particulier, on peut immigrer dans notre propre pays. Donc, pour parler de tout ça, certaines personnes vont utiliser les phrases comme dans mon cerveau, j'ai une langue qui est plus forte que l'autre ou j'ai une langue qui est plus automatique que l'autre. Ça va avoir un impact un peu plus tard aussi. Dr Moussard, vous avez parlé des fonctions exécutives. Les 3 principales qu'on parle le plus souvent, c'est la mémoire de travail, la flexibilité mentale et l'inhibition. Donc, la mémoire de travail, c'est de garder les choses actives dans notre tête. La flexibilité mentale, c'est la capacité de changer d'une tâche à l'autre, par exemple, de faire une chose, switcher à une autre, de revenir, etc. Et l'inhibition, c'est d'être capable d'empêcher un réflexe naturel, par exemple, ou l'inhibition, c'est d'avoir une pensée dans notre tête et de ne pas nécessairement la dire, par exemple. Ces habiletés-là sont gérées par des aires dans notre cerveau qui sont plus susceptibles ou plus sensibles aux lésions qui vont arriver dans les troubles neurocognitifs. Mais ce sont aussi les régions dans le cerveau qui sont boostées par le bilinguisme. Donc, quand on parle de résistance à la maladie, ces aires-là sont généralement celles qu'on va mesurer une épaisseur corticale, donc une épaisseur de matière grise qui va être plus grande quand on est bilingue que quand on est monolingue. Donc, on a une espèce de zone tampon pour absorber un peu plus de lésions qu'une personne qui n'est pas bilingue. En effet, à force de jongler avec 2 langues dans notre tête, on devient expert à inhiber puis à contrôler l'interférence quand on est bilingue. Quand je vois ça ici, dans ma tête, il y a tous ces mots-là qui s'allument. Hein? La chaise en français, chair en anglais, silla en espagnol, sedia en italien et stool en allemand. Donc, j'ai tous ces mots-là. Mais quand je sais que je parle avec une gang de francophones, ben, il faut que ma tête dise non, 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 c'est pas ces 4-là, c'est la chaise qu'il faut garder en tête. Puis en plus, entre chaise et chair, on voit qu'il y a une interférence parce que le ch en français et le ch en anglais n'est pas exactement la même chose. Donc, un coup que j'ai choisi le bon mot, il faut en plus que j'aille choisir les bons sons pour le dire dans la langue que je veux le dire. Donc ça, c'est quand on est bilingue. Tout ça, ça se passe sans qu'on s'en rende compte. Donc, on devient vraiment expert à jongler plusieurs informations en même temps. Puis, en recherche, on s'est demandé, bon, ben c'est bien beau tout ça, mais est-ce que cette habileté-là de gérer les conflits linguistiques se transfère à d'autres tâches, à notre vie de tous les jours, à notre quotidien? Donc, pour pouvoir mesurer ça,
on a fait des tâches et on a pu constater que quand on a deux informations qui arrivent, puis qu'il faut en ignorer une des deux, les bilingues sont plus vite et font moins d'erreurs que les personnes monolingues, unilingues pour faire cette tâche-là. Donc, je vous donne deux exemples de tâches qu'on peut faire. Dans cette tâche-ci, on demande aux personnes de nommer la couleur de l'encre et non le mot qui est écrit. Donc, ici, ça va bien parce qu'il n'y a pas de conflit. Mais si je vous montre ça ici, la réponse, c'est rouge. Donc, il faut bloquer notre réflexe naturel de lire le mot et de parler seulement de la couleur de l'encre. Une autre tâche qu'on peut faire aux gens, c'est ici, on leur demande de nous indiquer si la flèche centrale pointe vers la droite ou vers la gauche. Donc ici, elle pointe vers la droite, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conflit. Mais ici, il faut ignorer les flèches qui sont sur les côtés pour répondre vers la gauche. Donc, quand on fait ce genre de tâches-là, les bilingues sont meilleurs en termes de rapidité et d'erreur que les monolingues. Est-ce que ça va? Donc, on est meilleur en inhibition, en contrôler l'interférence. On a aussi, quand on est bilingue, un plus grand nombre de stratégies pour résoudre des problèmes. Parce que, on va y revenir, mais des fois, notre cerveau va bloquer justement parce qu'il peut y avoir trop de mots, peut y avoir une façon de le dire dans une langue qui ne se traduit pas exactement. Donc, on va gérer ces conflits-là de façon plus habile que les personnes unilingues. Et on a des meilleures connaissances métalinguistiques. Qu'est-ce que ça veut dire, les connaissances métalinguistiques? C'est la façon de réfléchir au langage. Donc, les bilingues comprennent mieux que il peut y avoir des sens qui vont au-delà du sens littéral, ou encore qu'un mot peut vouloir dire plus qu'une chose, ou encore plus qu'un mot peut vouloir dire une chose, et aussi que quand on change l'ordre des mots, ça peut changer le sens. Donc, toutes ces connaissances-là, quand on est bilingue, ces aptitudes-là à réfléchir au langage sont plus élevées et ça va devenir un facteur de protection plus tard dans le vieillissement. Donc, tout ça ensemble, c'est des éléments qui sont souvent décrits comme l'avantage bilingue. Puis là, ça vaut la peine de se demander, OK, mais y a-t-il un désavantage? Bien, personnellement, moi, je ne trouve pas que c'est des désavantages. Je trouve plus que ça peut être des difficultés potentielles en situation de communication. Ce qui peut y arriver, comme on a déjà un peu parlé, des fois, on a beau être expert en contrôler, en inhibition et en gestion des conflits, il y a des moments, des journées, des périodes où on peut avoir moins d'inhibition, moins de contrôle. Donc, il peut y arriver qu'il y ait des interférences entre les systèmes de mots, entre les systèmes de sons, puis même entre la façon de construire nos phrases. Donc, ça arrive, ça, des fois. Comme je vous disais tantôt, moi, mon cerveau, il y a plusieurs commotions. Donc, des fois, quand je suis trop fatiguée, j'ai de la difficulté à gérer mes multiples langues. À garder en tête, on a ce qu'on appelle le code mixing et le code switching. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de développer un trouble neurocognitif si on utilise des mots. Donc, le code mixing, c'est si on prend un mot d'une autre langue qu'on connaît et on l'accorde, on fait comme si c'était un mot en français. Donc, je vais back-upper le camion. Là, j'ai pris back-up et j'y ai rajouté « et » pour le transformer en un verbe francophone. Dans certains contextes, par exemple, si on parle avec des personnes qui parlent les mêmes langues que nous ou dans un contexte plus familier et que tout le monde comprend ces mots-là, ça peut être adéquat. En plus, il arrive que certains mots d'une langue n'ont pas de correspondance en mots de l'autre langue. Donc, si tout le monde comprend ce qu'on a dit, ce n'est pas pathologique de faire ça. On a aussi le code switching qui consiste à juste insérer dans des phrases des mots empruntés à une autre langue. Donc, je ne vais pas sauter dans le lac qui est trop shallow ici. Bien, en français, il n'y a pas d'équivalence un mot pour shallow. On peut dire l'eau est trop peu profonde, mais on peut pas, il n'y a pas d'autre mot que pas creux. Il n'y a pas le contraire. Donc, de dire shallow, ça fait du sens. Après ça, si on se met à faire ça dans des contextes où c'est moins adéquat, comme si on parle avec quelqu'un qui ne parle pas les deux langues, ou aussi des fois dans des contextes, chez le médecin,
on aurait moins tendance à faire ça. C'est plus familier un peu comme façon de parler. Donc, si on voit que la personne a de la difficulté à contrôler ces phénomènes-là, là, ça peut devenir à ce moment-là pathologique. Il y a aussi, c'est plus normal de transformer, d'ajouter un verbe, mais si on se met à dire « aller à l'épicerie », ben là, ça fait moins de sens de mettre le pronom anglais avec la phrase. Donc, quand c'est des mots, des pronoms qui vont être utilisés, c'est moins typique. Donc, je voulais juste faire une parenthèse pour pas que tout le monde pense qu'on a des troubles neurocognitifs. C'est normal quand on connaît plusieurs langues de les mélanger à l'occasion. Finalement, le désavantage que je verrais, c'est la possibilité de perte dans les deux langues. Donc ça, effectivement, ça arrive. On a plus de mots qu'on peut perdre. Donc, des fois, on va ressentir des difficultés un peu plus rapidement qu'une personne qui n'a juste une langue, qui n'a qu'une langue. Excusez. Quand on parle de vieillissement atypique, qu'est-ce que ça veut dire en termes de communication? Bien, je vais vous parler des changements au niveau de la communication en général, puis après, je vais venir parler du bilinguisme. Donc, quand on développe un trouble neurocognitif, dans les stades initiaux, on peut perdre ses mots. On va appeler ça l'anomie en orthophonie. Donc, le mot clinique pour de perdre ses mots, c'est l'anomie, qui est un peu différent du mot sur le bout de la langue. Le mot sur le bout de la langue est un phénomène qui augmente dans le vieillissement et ça, c'est normal. Mais quand c'est trop fréquent et que ça empêche la communication beaucoup, à ce moment-là, ça devient de l'anomie. Si vous avez peur ou si vous avez l'impression d'avoir ce type de symptômes-là, vous pouvez aller voir un orthophoniste qui pourra vous évaluer et voir si c'est vraiment dans le critère pathologique. Donc, dans les troubles neurocognitifs, souvent, perdre ses mots, ça va commencer avec les derniers mots appris ou ceux qui sont moins utilisés. Donc, mes patients présentement, j'en ai pour qui apprendre le mot pandémie, c'est très, très difficile. Ce n'est pas un mot qu'on a utilisé récemment, donc eux, ils vont parler de le problème dans le monde, ils vont décrire ce que c'est, mais d'aller chercher le mot pandémie, c'est très difficile pour eux parce que c'est un mot qui a été appris vers la fin et leur trouble neurocognitif s'est installé, puis le mot est juste reparti. Au début des troubles neurocognitifs, on peut voir aussi que les phrases vont être plus simples. Il va peut-être avoir un manque de cohésion dans le discours, donc des pronoms qu'on ne sait pas trop de qui on parle, ce genre d'erreurs-là peuvent survenir dans les stades initiaux des troubles neurocognitifs. Ce qu'on va observer, c'est que le contenu va être un peu dégradé, donc on va avoir plus de difficultés à saisir le message, mais quand on regarde, quand on s'éloigne du message, on constate que les phrases sont généralement correctes, même si le sens est moins à l'intérieur, et aussi ce qu'on appelle la pragmatique, donc l'utilisation du langage. Toutes les salutations sociales, toutes les comprendre les tours de parole, par exemple, va être maintenu, mais le tour de parole va être plus vide, par exemple. Ou il va y avoir une répétition du contenu parce que c'est celui-là auquel la personne a accès cette journée-là. Quand on part plus vers les stades modérés, l'anomie va être plus importante et peut aller jusqu'à être très sévère. Donc, d'aller chercher le mot spécifique pour parler d'un concept, c'est plus difficile. La personne va avoir tendance à faire ce qu'on appelle des circonlocutions, de dire, tu sais, la chose dans laquelle on met le café à la place de dire la tasse. Ça, c'est une stratégie que les personnes vont avoir tendance à faire et encore plus chez les personnes bilingues. Les personnes peuvent faire aussi ce qu'on appelle des paraphasies, donc de dire l'assiette à la place de dire le bol, de dire la fourchette à la place de dire la cuillère, donc de dire des mots qui sont proches mais pas exactement la bonne chose, ou des mots valises, donc des « peux-tu me passer l'affaire » comme ça, ils ne sont pas obligés d'aller chercher le mot précis, mais ils sont quand même capables de signaler qu'ils ont besoin de quelque chose. Ça, c'est des stratégies. Encore une fois, dans le stade modéré, les communications sociales et automatiques vont être préservées. Souvent, les sacres vont rester très longtemps. Donc, la personne va avoir de la difficulté à parler, mais de sacrer comme ça sort tout bien. Donc, des fois, pour un proche aidant, ça peut être aussi un peu confrontant parce qu'on se dit, coudonc, elle est tout le temps fâchée, mais c'est parce que c'est quelque chose qui est très automatique et qui a une très forte valence émotionnelle. Donc, ces items-là vont souvent plus rester. Et dans les stades modérés, on peut voir apparaître une désorientation qui peut aller jusqu'à être assez importante.
Quand on parle d'orientation, on parle souvent d'être orienté sur le temps, dans l'espace et temps, espace et personne. Donc, est-ce que la personne sait qui elle est? Oui, ça va bien. Est-ce qu'elle sait où elle est? Des fois, ça peut être plus difficile. Puis, est-ce qu'elle sait quand on est? Puis ça, souvent, c'est un des premiers à être plus difficile. Dans les stades avancés, excusez mon chien ronfle, dans les stades avancés, ça devient plus difficile de communiquer verbalement. On en a parlé au début, quand on est dans les stades avancés, on va essayer d'utiliser une communication qui va être multimodale, qui va regrouper des gestes, qui va regrouper aussi, on va faire attention au non-verbal, aux expressions faciales et dans certains cas, on peut instaurer aussi des photos ou des pictogrammes pour pouvoir exprimer les besoins primaires. Maintenant, ça, c'est règle générale dans les troubles neurocognitifs, ce qui peut arriver. Imaginons une personne bilingue. Ici, c'est la maîtrise qu'elle avait de sa langue numéro 1. Ici, c'est la maîtrise qu'elle avait de sa langue numéro 2. La première langue, elle l'utilisait principalement au travail et sa deuxième langue, elle l'utilisait principalement avec quelqu'un dans sa famille, sa conjointe et sa famille. Donc, imaginons que cette personne-là a appris le français pour communiquer avec sa douce moitié et ils ont élevé leur famille en français. Donc, ici, c'était sa maîtrise de la langue avant. Ici, on a sa maîtrise de la langue maintenant. Donc, elle a beaucoup plus perdu sa première langue qu'elle utilisait au travail et sa deuxième langue, elle en a perdu aussi, mais un peu moins. Donc, cette personne-là pourrait vivre un sentiment de handicap par rapport à sa perte langagière, mais moins important que si c'était plus ça, son portrait de perte. Donc, si elle avait maintenu sa première langue, mais que maintenant qu'elle ne travaille plus, ce n'est pas celle-là qu'elle veut parler. Elle veut être capable de parler sa deuxième langue avec sa famille et son conjoint. Donc, quand je vous parlais que c'est toujours des profils complexes quand on regarde le vieillissement, les troubles neurocognitifs et le bilinguisme, c'est que chaque personne a son histoire propre avec sa langue et on n'a pas un profil typique de la deuxième langue va partir, la première langue va rester. Ça va vraiment varier en fonction des lésions qui surviennent dans le cerveau, mais aussi du travail que la personne a fait, de sa relation avec les langues. Tous les facteurs qu'on a nommés au début vont avoir un fort impact sur comment les profils langagiers vont changer dans les troubles neurocognitifs. Donc, je vous ai fait un petit résumé de tout ça un peu plus simple. Quand il y a des troubles neurocognitifs, on va avoir des problèmes de communication qui ils peuvent se résumer avec perte des mots puis difficulté avec les structures. Donc ça, pour une personne monolingue, ça va être ça. Une personne bilingue va aussi avoir ces problèmes de communication, mais elle peut aussi mélanger les langues entre elles. Donc ça va devenir un défi. Elle peut avoir aussi de multiples cultures. Donc, quand on a plusieurs identités culturelles, ça peut amener des sentiments de conflits internes qui sont exacerbés dans les troubles neurocognitifs. Et chez certaines personnes, on va voir un retour à la langue maternelle. Donc, c'est pas comme ça pour tout le monde, mais quand on est dans une situation d'immigration internationale ou dans une situation où les soins, c'est difficile de les recevoir dans notre langue maternelle, puis qu'on vit un retour à la langue maternelle, il peut y avoir un problème avec ça. L'autre chose, c'est que pour certaines personnes, comme cette personne-ci, qui avait appris une deuxième langue et a élevé sa famille dans cette langue-là, si cette personne-là vit un retour à la langue maternelle, c'est difficile parce que parfois les enfants ne parlent pas cette langue-là. Donc, il y a une espèce de coupure entre la capacité de communiquer avec les propres membres de sa famille parce que la langue qu'elle a appris en deuxième langue et utilisée avec sa famille, elle devient moins habile à l'utiliser, à parler. Donc, ça ici, quand on est plus avancé dans les troubles neurocognitifs, ça peut être des réalités de personnes bilingues. Mais on veut garder en tête aussi que les recherches
ont montré que le bilinguisme peut retarder l'apparition des symptômes. La plus récente étude que j'ai lue se déroulait en Inde et parlait d'un retard d'apparition de 4 à 5 années. Donc, ce n'est pas rien non plus comme bénéfice d'avoir parlé 2 langues. Donc, c'est ça. Et pour terminer, quand on parle des milieux de soins, effectivement, de recevoir des soins dans la langue qu'on est la plus habile facilite énormément les soins, surtout dans des contextes de troubles neurocognitifs. Je pense à un résident, là j'étais à Montréal, donc les soins se donnent majoritairement en français, mais c'était un immigrant qui parlait espagnol. Et à chaque heure de repas, cette personne-là vivait un stress de se demander ben, c'est où est-ce que je dois payer mon repas, je ne trouve pas mon portefeuille, là ben, je ne comprends pas. Puis on avait une préposée qui parlait espagnol. Et à chaque fois, elle était capable, moi, quand j'arrivais et que je voyais cette personne-là en détresse, avec les mots espagnols que je connais, je n'arrivais pas à comprendre le stress que cette personne-là vivait. Mais l'autre préposée, qui, elle, parlait espagnol, parvenait à rassurer la personne et on pouvait éviter un moment de tension extrême pour la personne. Donc, de recevoir les soins dans une langue commune est vraiment facilitant. Puis, on constate aussi avec les recherches que quand une personne dans un milieu de soins ne parle pas la langue dominante, ils peuvent vivre un hébergement où ils seront davantage isolés. On a des stratégies, ça sera la thématique d'une autre conférence si vous le voulez. Là, il existe des façons de favoriser quand même la communication entre les équipes de soins et une personne qui ne parle pas la même langue eux. En plus, on l'a vu, plus tard dans les troubles neurocognitifs, on doit davantage se baser sur une communication qui est multimodale et qui transcende les langues. Donc ça, on parvient quand même à développer des relations avec ces personnes-là, mais c'est un fait quand même qu'une personne qui ne parle pas la langue dominante va avoir tendance à être un petit peu plus isolée, laissée à elle-même par le personnel de soins. Puis, il faut aussi garder en tête que de partager la langue, ce n'est pas suffisant dans les troubles neurocognitifs pour avoir des bons échanges. Donc, il y a aussi une sensibilisation à avoir sur comment communiquer avec les personnes qui ont des troubles neurocognitifs. Donc, j'espère que pour vous, c'était assez clair. Pour moi, ça fait le tour de ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui.